Bien, je vous propose de commencer. Bonjour, merci de votre présence à ce cours qui va essayer de prolonger celui de l'an dernier. L'an dernier, je n'avais pas hésité à vous parler d'une révolution en sciences cognitives, la révolution bayésienne, dans la mesure où l'on voyait émerger depuis une dizaine d'années maintenant, dans de très nombreux champs des sciences cognitives, une théorie, la théorie des statistiques bayésiennes, suivant laquelle notre cerveau est un système capable d'extraire du monde extérieur des statistiques à différents niveaux hiérarchiques et de s'en servir pour prendre des décisions appropriées, parfois optimales. Nous avions passé en revue différents champs d'application de cette théorie bayésienne en sciences cognitives. Je vous avais montré qu'elle rendait compte de nombreux aspects de la perception, en psychophysique et notamment de la fusion des modalités sensorielles lorsqu'il s'agit de combiner des informations visuelles et tactiles par exemple. Et puis nous avions parlé de la prise de décision et enfin de la manière dont la théorie bayésienne permet de décrire certains aspects du cortex humain, les idées notamment de Carl Friston et d'autres collègues suivant lesquels les couches du cortex humain sont organisées pour permettre ces inférences bayésiennes. Et puis je vous avais expliqué aussi en début de cours que cette théorie bayésienne permettait de fournir un algorithme extrêmement puissant d'apprentissage. On avait vu quelques exemples d'apprentissage, mais je n'avais pas pu rentrer, faute de temps, dans le détail de la manière dont la vision de l'apprentissage est modifiée finalement par cette révolution bayésienne. Alors c'est l'objet du cours de cette année, donc, d'examiner la manière dont le bébé apprend et la manière dont ces apprentissages peuvent être peut-être décrits, dans une certaine mesure, par une forme d'inférence, une inférence statistique. Et je pense qu'il est tout à fait possible de consacrer un cours entier à ce sujet parce que l'enjeu est très important. Il s'agit rien de moins que de réviser finalement nos croyances sur ce petit organisme qu'est le bébé. Et deux visions du bébé s'affrontent, celle d'un organisme dépourvu de connaissances, livré au monde extérieur, mais peut-être devrions-nous avoir une vision différente de l'enfant, qui est illustrée de façon un petit peu humoristique ici, qui est celle d'un petit génie des statistiques, qui est capable de faire de la science, en quelque sorte, dès le départ, de tirer des inférences à partir du monde extérieur. Alors, la vision, évidemment, dominante du XXe siècle, c'est celle de la confusion du bébé. Le bébé est un organisme soumis à ses entrées et incapable, pendant une très longue période, de les organiser convenablement. C'est la position, par exemple, de William James, dans cette phrase qui est extrêmement célèbre, dans les principes de la psychologie, son grand ouvrage. La règle est que toutes les choses qui peuvent fusionner vont fusionner chez l'enfant. Et rien ne se sépare sauf ce qui doit. L'enfant, le bébé, est constamment assailli par les yeux, par les oreilles, par le nez, par la peau, par les entrailles. Et il ressent toutes ces entrées comme une immense confusion bourdonnante, bourgeonnante. Blooming, buzzing, confusion. C'est la vision qui a dominé, je dirais, le XXe siècle. Ça a été la vision de la pédiatrie, que le très jeune enfant était dépourvu de capacité d'organiser ses sensations. Ça a été, bien entendu, la vision qui a guidé l'œuvre de Jean Piaget, qui n'imaginait pas les compétences de l'enfant dont nous allons discuter dans le cours cette année, qui voyait le jeune enfant, nous allons parler essentiellement de l'enfant avant la classe, avant la maternelle, disons, dans les 3 ou 4 premières années de vie. Et pour Piaget, cet enfant était un enfant précausal, qui ne remontait pas aux causes de ce qu'il voyait. Dans la première année de vie, c'était aussi un enfant qui vivait dans le présent, qui n'était pas capable d'avoir la permanence de l'objet, qui n'était donc pas capable de se représenter des objets qui avaient disparu, et encore moins de créer des représentations, des modèles mentaux abstraits de ces connaissances. Et c'était aussi un enfant qui était dépourvu de connaissances logiques. Or, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est qu'il y a en fait une grande rationalité derrière les apprentissages de l'enfant. Alors la vision nouvelle, extrême un petit peu aussi, est celle qui est proposée par exemple par Alison Gopnik avec ses collègues dans un livre qu'elle appelle explicitement Le scientifique au berceau, Scientist in the Crib. C'est cette idée donc d'une rationalité extrêmement précoce de l'enfant. Je cite,
dans les 30 dernières années, nous avons découvert une énorme quantité de connaissances sur ce que l'enfant sait et quand il le sait. En particulier, les jeunes enfants et même les bébés semblent posséder des théories intuitives du monde physique, du monde biologique, du monde psychologique. Et ces théories, comme des théories scientifiques, sont complexes, cohérentes, abstraites. Ça, c'est vraiment le contraire de Piaget, très abstraites. Et ce sont des théories de la structure causale du monde. Donc, pour illustrer d'ailleurs un article récent de revue dans Science, Alison Gopnik nous propose cette peinture où on voit des enfants jouer aux scientifiques, jouer aux docteurs, jouer aux petits chimistes. Et l'idée, c'est que quand l'enfant joue, mais simplement quand il observe le monde dès le départ, il est en fait en train de réaliser des expériences mentales sur le monde extérieur, de sélectionner des modèles du monde extérieur, comme le ferait un scientifique. Alors, je pense que cette révision des connaissances sur le bébé, si on regarde ce qui s'est passé dans les 30 dernières années, on peut distinguer deux grandes étapes. La première étape, c'est celle de reconnaître qu'effectivement, le bébé possède de multiples compétences et donc n'est pas dépourvu de représentations qui fonctionnent comme des connaissances fondamentales, un noyau de connaissances, ce que Lise Spelke appelle de façon très appropriée core knowledge, noyau de connaissances. Les chercheurs ont découvert, je vous montrerai certaines de ces expériences, que les bébés possèdent un concept de ce que c'est qu'un objet, avec ses propriétés de solidité, par exemple, de continuité spatio-temporelle. Un objet ne se désintègre pas dans l'espace. L'enfant, le bébé, très jeune, possède déjà des concepts de nombre. Les travaux de Véronique Izard, qui avaient été présentés ici, montrent clairement que dès la naissance, dès le premier jour de vie, l'enfant est déjà capable d'extraire des informations numériques, abstraites, visuelles, auditives, sur le nombre. Et Jacques Meller, avec Tom Beaver, dès 1967, avait déjà montré, réfuté en quelque sorte, les idées piagétiennes en montrant qu'il y avait une conservation du nombre qui était beaucoup plus précoce qu'on ne le pensait. À l'époque, c'était 2 ans et demi, si je me souviens bien. Le concept d'espace également. Et puis, il y a bien entendu toutes les idées sur l'apprentissage du langage qui ont été proposées par Noam Chomsky et ensuite par Lila Gleitman, par Jacques Meller. L'idée qu'il existe une grammaire universelle qui guide l'apprentissage d'une langue particulière, que cette connaissance est extrêmement précoce puisqu'elle doit permettre et sous-tendre l'acquisition du langage et que donc dès la première année de vie, il y a déjà des apprentissages linguistiques qui se produisent chez le bébé, ce qui a été démontré expérimentalement par Jacques Meller. Donc on avait là une collection de systèmes qui étaient supposés innés ou en tout cas mis en place extrêmement précocement dans les premiers mois et qui guident les apprentissages ultérieurs. Et la vision fodorienne d'une modularité de l'esprit. Et puis il y a cette deuxième étape, donc récente, peut-être dans les 10 dernières années pour Gopnik, du bébé comme un scientifique ou comme un détective peut-être. Le bébé élabore des modèles mentaux du monde extérieur. Il évalue leur plausibilité en liaison avec les observations qu'il effectue, et il faut donc le supposer doté de compétences précoces, d'un sens supplémentaire, qui n'est pas seulement celui du nombre, mais qui est celui de la probabilité. Le bébé serait capable de manipuler des probabilités, de reconnaître la probabilité ou l'improbabilité des entrées qu'il reçoit, de rapprocher ce qu'il reçoit et cette notion de probabilité des modèles mentaux possibles du monde extérieur et de sélectionner les modèles pertinents, ce qui veut dire sélectionner les variables pertinentes qu'il faut faire rentrer dans le modèle, éliminer les variables de non-intérêt qui n'ont pas l'air de corréler avec les observations, repérer les ambiguïtés possibles et faire les expériences appropriées qui vont lever les ambiguïtés. Donc on peut concevoir qu'un bébé qui est en train de jouer est en train de réaliser une sorte d'expérience. Si ce cadre théorique, évidemment, a une certaine validité. Il ne s'agit pas seulement de rajouter un module de probabilité au module du nombre, au module de l'objet ou du langage qui sont postulés depuis maintenant une trentaine d'années. Il s'agit d'un sens transversal qui guide l'ensemble des apprentissages dans chacun de ces différents modules. Donc ça rejoint d'ailleurs cette idée que peut-être le cortex tout entier, par son organisation en couches, réalise des mécanismes d'inférence bayésienne à tous les niveaux. Alors les deux visions ne sont pas incompatibles, évidemment. Au contraire, je dirais, l'apprentissage bayésien doit s'appuyer sur des représentations de base, et donc l'idée qu'il existe des représentations noyaux
des objets, du nombre, de l'espace, va permettre le développement de modèles abstraits. Et on verra qu'en fait, dans certains modèles bayésiens, il y a besoin d'un sens encore plus abstrait des prédicats, des causes, de la logique même. Donc on va attribuer à l'enfant énormément de connaissances. En même temps, nous allons voir que parce que ce sont des modèles d'apprentissage, les modèles bayésiens, eh bien, on peut, dans une certaine mesure, réduire le nombre de postulats qui vont être faits sur ce que l'enfant connaît. Et on va voir effectivement que certains des principes, même les plus abstraits de la cognition, le principe de causalité, par exemple, peuvent peut-être être appris par l'enfant. Donc ces modèles bayésiens nous conduisent à réviser un tout petit peu les inférences que l'on peut faire, même si l'on voit des compétences extrêmement élaborées chez un enfant extrêmement jeune, ça ne veut pas nécessairement dire que ces compétences sont innées, puisque les mécanismes bayésiens nous fournissent des manières dont l'enfant aurait pu apprendre certaines de ces compétences. Donc c'est vraiment une révision, une voie intermédiaire qui ne nie pas que l'enfant dispose de compétences très élaborées, mais qui propose aussi des mécanismes d'apprentissage extrêmement sophistiqués. Alors je voudrais tout de suite vous donner un exemple d'expérience qui va dans le sens de ce bébé statisticien, de ce bébé enquêteur qui est capable de faire une sorte de science. Évidemment, il s'agit d'une science implicite, on ne pense pas que l'enfant mène des raisonnements explicites comme un scientifique, mais son cerveau se comporte comme un statisticien. Alors, j'ai choisi cette expérience, elle n'est pas chez des enfants extrêmement jeunes, ce sont des enfants de 2, 3 et 4 ans. Ce qui m'intéresse, c'est qu'elle utilise une méthode un petit peu piagétienne, puisqu'il s'agit de questionner l'enfant, et même avec des méthodes de ce type, eh bien, on peut montrer que l'enfant dispose de compétences importantes pour le raisonnement. Il s'agit d'une expérience de type Bliquet, où on essaye de voir ce que l'enfant est capable d'apprendre sur des objets nouveaux. Donc on lui dit, il y a des objets dans le monde extérieur qui sont des Bliquet, et il faut que tu me dises lesquels sont des bliquettes, lesquels n'en sont pas. Et les bliquettes, lorsqu'ils sont posés sur une boîte spéciale, lui font faire de la musique. Donc on montre à l'enfant, dans une condition qui est illustrée ici, que le fait de poser le cube jaune sur la boîte fait que la boîte se déclenche et émet de la musique. On lui montre cela, je crois qu'on lui montre 2 fois ici. Ça fait 2 fois de la musique. Et puis on lui présente un deuxième objet qui est un cylindre bleu. On le pose sur la boîte et la boîte ne se déclenche pas. Et puis, troisième étape, on le pose maintenant sur la boîte simultanément le cube jaune et le cylindre bleu, et 2 fois on fait cette expérience et la boîte se déclenche et fait de la musique. Voilà, c'est tout ce que l'enfant observe, et notez que lorsqu'on parle d'un sens statistique chez l'enfant, on ne veut pas nécessairement dire que l'apprentissage dure extrêmement longtemps, qu'il y a énormément d'observations, comme dans un modèle connexionniste où il faudrait des milliers d'observations pour apprendre quelque chose. Ici, l'enfant reçoit 5, et essentiellement 3 types d'expériences, 5 expériences successives. 2 fois la musique s'allume ici, elle ne s'allume pas ici, elle s'allume 2 fois ici. Ensuite, on montre les 2 objets successivement à l'enfant et on lui demande est-ce que celui-là, est-ce que c'est un bliquet? Et celui-là, est-ce que tu penses que c'est un bliquet? C'est-à-dire, est-ce qu'il allume la boîte? Eh bien, l'enfant tire l'inférence correcte dans cette situation. Il répond majoritairement, et ce dès un âge très jeune, 3 ans, 2 ans et demi, que le cube jaune est un bliquet et que le cylindre bleu ne l'est pas. Donc il a tiré l'inférence qu'on pouvait expliquer l'ensemble de ces observations en supposant que le cube jaune déclenche la boîte, et dans cette situation, c'est le cube jaune qui déclenche la boîte, donc ça n'est pas le cylindre bleu, puisqu'on a eu de l'évidence qu'il n'allumait pas dans cette situation-ci. Situation de contrôle, on présente à l'enfant presque la même chose, mais on lui présente donc les 2 premières étapes identiques, et la 3e étape, on ne va montrer que le cylindre bleu, et il allume la boîte 2 fois, et 2 fois ça fait faire de la musique. Avec ce simple changement d'expérience, on ne peut plus supposer que seul le cube jaune va déclencher la boîte. Et effectivement, sur la base de cette expérience, l'enfant répond que ces 2 objets sont des bliquettes. Donc, il a changé son interprétation causale de ce qu'il a vu. Et on pourrait montrer, c'est très facile à montrer, que l'inférence que tire l'enfant est effectivement l'inférence la plus rationnelle que l'on peut tirer de ces observations. Donc un exemple très simple qui montre qu'un enfant de 2-3 ans, soumis à des observations élémentaires, est capable de tirer des inférences qui demandent quand même une certaine logique, en particulier l'élimination d'hypothèses alternatives. Alors les idées essentielles du cours de l'an dernier, je voudrais les résumer dans le cours d'aujourd'hui et puis vous montrer vers quoi on va aller dans les cours qui suivent. Donc, dans les cours précédents, je vous avais montré d'abord ce que c'était que cette inférence bayésienne, une théorie mathématique simple qui caractérise ce type de raisonnement plausible en présence d'incertitude. Ce n'est pas un raisonnement
logique au sens où on arrive à des conclusions tout ou rien, vrai ou faux, mais c'est une extension de la logique, et la seule extension légitime de la logique à des situations d'un continuum finalement de plausibilité. L'inférence bayésienne rend bien compte des processus de perception. Étant donné les entrées ambiguës, notre cerveau est capable d'en reconstruire l'interprétation la plus probable. Et, très important, et j'y reviendrai aujourd'hui, cette inférence peut être hiérarchique. Il ne s'agit pas simplement d'un niveau d'inférence, mais il y avoir une cascade d'inférences fondées sur des entrées qui ne sont pas explicables. Nos décisions comprennent un calcul bayésien des probabilités, mais ils combinent ce calcul avec une estimation de la valeur probable de nos décisions et des conséquences donc de nos choix. Et puis, je vous avais expliqué donc, que l'architecture du cortex pourrait avoir évolué pour réaliser à très grande vitesse et sans doute de façon massivement parallèle, puisque tous ces réseaux de neurones fonctionnent en parallèle, des inférences bayésiennes. On aurait donc affaire à une machine statistique d'un type tout à fait particulier, qui n'est d'ailleurs pas complètement imité sur le plan informatique aujourd'hui. Et cet algorithme, l'algorithme qui est utilisé, pourrait expliquer la manière dont notre cerveau projette des anticipations sur le monde extérieur, puisqu'il a un modèle interne, il est capable de projeter des hypothèses probabilistes, de s'attendre à ce qu'il soit plus probable qu'un événement A survienne plutôt qu'un événement B, et donc de détecter la nouveauté ou la surprise. La nouveauté et la surprise, ce sont finalement la déviation des événements du monde extérieur par rapport au modèle que l'enfant attend. Donc propagation interne de signaux d'erreur. Alors ça, c'était le cours de l'an passé, et cette année, donc, nous allons voir plusieurs éléments. D'abord, donc, dans les cours qui vont suivre, j'essaierai de vous montrer que le bébé est effectivement, apparemment, doté de compétences pour le raisonnement probabiliste. Il a un sens des probabilités, et qu'il est capable, grâce à ce sens des probabilités, d'apprendre des régularités statistiques dans le monde extérieur. Et en particulier, je consacrerai plusieurs cours à l'apprentissage du langage, la reconnaissance des mots, mais aussi la théorie de l'esprit, qui sont des inférences d'extrêmement haut niveau où nous remontons à des causes très lointaines de ce que nous voyons et qui pourraient donc être modélisées comme des inférences bayésiennes. Alors aujourd'hui, donc, nous reviendrons sur les grands principes de la théorie bayésienne et discuterons de cette idée que nous avons affaire chez le bébé à un scientifique au berceau. La semaine prochaine, je discuterai donc de ce fameux sens des probabilités, en particulier en revenant à Piaget, en expliquant pourquoi Piaget pensait qu'il n'y avait pas de sens des probabilités chez l'enfant avant un âge très tardif, et comment les expériences de Chou, Bonatti, Teglas ont révisé ce point de vue. Dans 15 jours, je vous montrerai que le cerveau de l'enfant est capable d'apprentissage de règles, de régularités statistiques. Ce sera le seul cours d'ailleurs où on se penchera attentivement sur le cerveau de l'enfant, et on verra que chez le très jeune enfant, il y a effectivement des réponses à la surprise qui traduisent le fait que le cerveau a calculé la probabilité d'un événement du monde extérieur, donc une internalisation des régularités, une anticipation sur les entrées. Et puis ensuite, on parlera de la découverte et de l'apprentissage des mots. Comment est-ce que le bébé fait pour segmenter des mots dans le monde extérieur, découvrir que des ensembles de syllabes forment des mots, qui sont des unités, et apprendre leur sens en corrélant ce qu'il entend avec ce qu'il voit, par exemple. Et on verra que chez l'adulte également, il est possible d'avoir une théorie bayésienne de la manière dont nous reconnaissons les mots. Et puis, dans le dernier cours, donc, je parlerai de la théorie de l'esprit, cette idée que nous inférons l'état d'esprit des autres, et nous verrons que même chez le très jeune enfant, en tout cas dans les premières années de vie, il semble bien que les enfants soient capables de tirer de telles inférences. Voilà, alors aujourd'hui, donc, je voudrais revenir sur certains des principes du raisonnement bayésien et vous montrer que les enfants, semble-t-il, possèdent déjà un accès à ces principes. Alors, je voudrais vous rappeler brièvement un des principes essentiels qu'il faut bien comprendre du raisonnement bayésien, c'est que ce type de raisonnement permet des inférences statistiques en avant, qui sont des probabilités classiques comme on l'a appris à l'école, mais surtout en arrière. On remonte à des inférences sur le modèle qui a conduit aux observations. Donc, je crois que tout le monde est familier avec la théorie des probabilités telle qu'elle est enseignée, qui permet, telle qu'elle est décrite en tout cas à l'école, sachant des hypothèses sur le monde extérieur, d'en déduire la probabilité d'une observation. Par exemple, c'est l'exemple que j'avais donné l'an dernier, si vous avez une urne qui contient 3 boules noires et 7 boules blanches, quelle est la probabilité, lorsqu'on fait 2 tirages sans remplacement, de tirer 2 boules noires? C'est typiquement un problème scolaire. On est capable de faire ce calcul. La première boule noire, il y a 3 chances sur 10 de la tirer. La deuxième boule noire, il n'y a plus que 2 chances sur 9. On combine ces deux probabilités, on arrive à ce résultat.
Bien, mais l'intérêt de la théorie bayésienne, et j'insiste sur le fait que c'est vraiment des calculs probabilistes élémentaires, hein, c'est que les observations, donc les données D et les hypothèses H jouent des rôles strictement symétriques dans les équations, et donc rien n'empêche d'utiliser les équations des probabilités pour faire l'inférence dans le sens inverse. C'est-à-dire, étant donné l'observation D, étant donné que j'ai tiré 2 boules noires, quel était l'état de l'urne, par exemple? Quelles sont les hypothèses que l'on peut faire sur l'état de l'urne? Alors, il s'agit simplement d'appliquer des relations élémentaires de la théorie des probabilités, la probabilité de la conjonction de l'hypothèse H et des données D peut être écrite de différentes manières en fonction des probabilités conditionnelles d'observer D étant donné l'hypothèse et la probabilité de l'hypothèse étant donné les données. On réorganise ces équations et on arrive à cette équation fondamentale qui est ce qu'on appelle aujourd'hui la règle de Bayes. Donc la règle de Bayes, vous la voyez ici, c'est que la probabilité de l'hypothèse étant donné les données observées est proportionnelle à la probabilité des données suivant, sachant l'hypothèse vraie, multipliée par la probabilité a priori de l'hypothèse H. Et il y a un vocabulaire que je vous rappelle ici très brièvement hein, autour de ce domaine. Donc on part d'une probabilité a priori des différentes hypothèses. A priori, ça ne veut pas forcément dire que c'était quelque chose d'inné hein, dans le contexte qui va nous occuper aujourd'hui. Ça veut simplement dire que c'est l'état des connaissances à un moment donné de l'observateur. Et puis, on va passer à une probabilité a posteriori. Une fois qu'on a observé des nouvelles données D, on peut réviser les probabilités ou les plausibilités, c'est la même chose, assignées aux hypothèses H, et on arrive à la probabilité des différentes hypothèses étant donné les données observées, probabilité a posteriori. Et alors, ce terme intermédiaire, la probabilité des données étant donnée en supposant que l'hypothèse H soit vraie, eh bien, c'est la vraisemblance de H. Voilà. Alors, c'est cette équation fondamentale qui va nous permettre de modéliser comment l'enfant révise ses croyances, donc ses hypothèses H sur le monde extérieur, en fonction des observations qu'il effectue. Je prends tout de suite un exemple qui vous montre que l'enfant est capable de faire ce type d'inférence. C'est une expérience qui a été publiée par Xu et Garcia en 2008 dans la revue importante PNAS, Proceedings of the National Academy, l'Académie des sciences américaines, et c'est une des premières expériences qui teste explicitement la capacité d'un enfant, étant donné des observations, de remonter au contenu de l'urne. Donc c'est vraiment directement ce dont je suis en train de vous parler. L'enfant, dans les premières expériences, est d'abord familiarisé avec l'idée qu'on va jouer avec lui avec des balles rouges et des balles blanches, et il y a des boîtes qui contiennent beaucoup de balles rouges et il y a des boîtes qui contiennent beaucoup de balles blanches. Voilà. C'est le monde dans lequel on vit pendant une dizaine de minutes pendant le test. Donc on le familiarise, comme tout souvent dans ces expériences, avec cet environnement, et puis ensuite on lui montre ce que vous voyez sur la droite ici, c'est-à-dire un expérimentateur qui ferme les yeux, qui plonge sa main dans une boîte dont on ne connaît pas le contenu et qui en sort une balle, qui peut être rouge ou blanche, qui la pose à côté d'elle. Puis qui ferme les yeux à nouveau, qui plonge sa main et qui sort une balle de l'urne. Elle fait ça 5 fois et à chaque essai, il peut y avoir quelque chose de différent, mais typiquement, il y a donc ici 4 balles d'une couleur et une balle d'une couleur différente. 4 balles rouges et une balle blanche. Et ensuite, et c'est là qu'on va mesurer la compétence de l'enfant, la boîte s'ouvre, il y a un panneau qui s'ouvre et on voit le contenu de la boîte. Et le contenu de la boîte peut être une majorité de balles rouges ou une majorité de balles blanches. Alors, vous savez que les mesures dont on dispose chez l'enfant sont quand même limitées, mais une des mesures principales, c'est le temps de regard de l'enfant. On va mesurer combien de temps l'enfant passe à regarder chacune de ces situations, à des essais différents. Ceci peut être mesuré de façon très objective, avec une grande précision. Et on va donc regarder si l'enfant regarde plus longtemps la situation qui est improbable par rapport à la situation qui est probable. Alors, suivant l'inférence bayésienne, si on a tiré 4 balles rouges et une balle blanche et que le tirage est au hasard, c'est très important que le tirage soit au hasard, eh bien, il est beaucoup plus probable que l'urne contienne une majorité de balles rouges. Et on peut d'ailleurs quantifier précisément cette inférence. Eh bien, est-ce que l'enfant est capable de faire ce type d'inférence? Absolument. L'enfant regarde plus longtemps l'urne qui correspond à un résultat improbable. Autrement dit, il regarde beaucoup plus longtemps l'urne qui contient une majorité de balles blanches, lorsque celles qui sont sorties étaient en majorité rouge. Donc, l'enfant est capable de remonter des observations à un modèle possible de ce qu'il y avait dans la boîte.
On pourrait penser qu'il y a des artefacts dans cette expérience, et une possibilité ici, c'est que vous voyez qu'il y a une congruence dans la situation attendue, il y a une congruence entre les balles rouges qui sont sorties et le contenu de la boîte. Alors est-ce que l'enfant est simplement sensible à un paramètre de congruence physique, perceptive, sans avoir fait d'inférence du tout? Pour le savoir, Chou et Garcia font une expérience de contrôle. Tout est pareil, sauf que l'enfant tire visiblement les balles de sa poche plutôt que de l'urne qui est devant lui. Vous voyez, il ne les prend pas dans l'urne. Donc dans ce cas-là, on ne peut tirer absolument aucune inférence de l'urne, mais par contre, le résultat final est exactement le même, et les observations sont extrêmement simples. Lorsqu'on fait cette expérience de contrôle, aucune préférence visuelle n'est observée. Donc l'enfant n'a pas de préférence a priori pour regarder plus longtemps cette situation-là que cette situation-là, mais il déclenche cette préférence seulement lorsque les inférences lui ont permis de concevoir que celle-ci était tout à fait inattendue. L'enfant fait cette inférence dans un sens, mais aussi dans l'autre. Il est capable de déterminer quelle est la probabilité d'un échantillon ou la plausibilité d'un échantillon, étant donné qu'il a vu le contenu de l'urne. Donc, exactement comme prédit par la théorie bayésienne, les inférences marchent dans les deux sens. Pour le savoir, Chou et Garcia, pour le montrer, font cette expérience dans le sens inverse. Je suis désolé pour la moins bonne qualité des dessins, mais ce sont ceux de la publication d'origine de PNAS. Hein. Donc vous avez l'expérimentateur ici qui regarde l'enfant, qui ferme les yeux, mais cette fois-ci on voit le contenu de la boîte. On voit le contenu de la boîte d'emblée. Et l'expérimentateur va refermer la boîte, fouiller dans la boîte et en sortir des balles successives. Et il se trouve que dans l'essai qui est ici, c'est congruent. Vous voyez, il sort 4 balles rouges et une balle blanche. Mais il peut y avoir aussi des essais incongruents où on a montré à l'enfant que la boîte contenait une majorité de balles rouges et il se trouve que l'enfant sort de la boîte une majorité de balles blanches. Il va sortir 4 balles blanches. Eh bien, on peut donc mesurer exactement de la même manière que précédemment, si l'enfant regarde plus longtemps l'événement impossible par rapport au improbable, plutôt par rapport à l'événement probable, et c'est exactement ce qui se passe. Donc, à nouveau, les enfants manifestent qu'ils ont calculé la probabilité des échantillons qu'ils voient. Mais cette fois-ci, c'est la probabilité des échantillons, étant donné qu'ils connaissaient le contenu de l'urne. Donc, des inférences bidirectionnelles, et de l'évidence ici que les enfants ont un sens des probabilités. Il est évident que ce sens des probabilités s'appuie sur le nombre. Les enfants ont dû inférer le nombre approximatif d'objets dans la boîte, et ça, on savait déjà par de nombreuses expériences que les enfants sont capables de juger des nombres et de juger qu'il y a beaucoup plus d'objets rouges que d'objets blancs, par exemple. C'est un sens du nombre qui est approximatif, dont j'avais parlé dans des cours précédents. Mais ici, ça va plus loin, puisque ce sens des nombres permet de calculer d'abord des rapports, hein, la proportion de balles, et ensuite de calculer la probabilité correspondante de certaines observations. Et il y a aussi cette idée, sur laquelle je reviendrai dans le cours de la semaine prochaine, que le temps de regard de l'enfant est une excellente mesure de son calcul des probabilités. Le temps de regard de l'enfant est une mesure quantitative, précise, qui nous permet de mesurer l'improbabilité d'une observation par rapport au modèle mental de l'enfant. Conclusion, donc, et il s'agit ici d'enfants de 8 mois, hein, l'enfant de 8 mois possède déjà des capacités d'inférence bidirectionnelles fondées sur l'observation de la numérosité d'ensemble d'objets, mais qui vont bien au-delà de la numérosité. Alors précisément, j'en viens à ce principe numéro 2 de l'inférence bayésienne. Ce deuxième principe extrêmement important, c'est cette notion d'une inférence hiérarchique, en cascade. Je vous avais montré plusieurs exemples, et je reprends ici des diapositives du cours de l'année dernière, qui suggéraient qu'on pouvait mener ces inférences bayésiennes dans des modèles hiérarchiques, y compris dans la perception. Ici, ce sont des exemples qui sont tirés de la perception. Une scène visuelle particulière que nous voyons, ce qui rentre dans notre rétine, est le résultat de toute une série en cascade d'opérations. La nature de la scène va dépendre du fait qu'il s'agisse d'une scène d'extérieur ou d'intérieur. Les objets qui vont s'y trouver vont dépendre de cela. Et évidemment, la forme des objets, la nature des objets va déterminer les propriétés fines de l'image. Donc, le modèle génératif, s'il fallait simuler, par exemple, dans un ordinateur, créer une image virtuelle d'une scène du monde extérieur, le modèle génératif est un modèle dans lequel il y a toute une série d'étapes successives, qui consistent à choisir l'illumination, choisir les objets, combiner l'illumination et l'objet, etc. Eh bien, on pense que le cerveau, lors de la perception, réalise l'inférence inverse, c'est-à-dire qu'il va remonter successivement toutes ces étapes
et arriver à dériver des inférences tout à fait abstraites sur la nature de la scène, la nature de son éclairement, etc., la nature des objets. Donc, on parle d'une organisation hiérarchique avec ce qu'on appelle des hyperparamètres, c'est-à-dire que les paramètres du haut niveau eux-mêmes déterminent les paramètres qui génèrent les objets des niveaux inférieurs. Et la théorie bayésienne, une théorie mathématique tout à fait précise, qui permet de déterminer comment faire cette inférence inverse et remonter à des hypothèses cachées. Je vous montre cet exemple ici, qui est cet exemple de l'inférence de l'illumination. Lorsque vous regardez cette scène, votre cerveau calcule, sans que vous en ayez conscience, la manière dont la scène est éclairée. La scène est ici éclairée du bas à droite, ce qui est tout à fait inhabituel, mais comme il y a beaucoup d'évidence dans ce dessin, le cerveau peut faire ce calcul et réaliser que l'éclairement vient de la droite et vient d'en bas. Et à partir du moment où vous avez tiré cette inférence, d'autres inférences en cascade s'en déroulent, et en particulier si vous regardez les petites sphères ici, qui sont ambiguës, eh bien, j'espère que vous percevez celle-ci comme étant en relief et celle-ci peut-être comme étant en creux. Je vous avais montré que c'est complètement ambigu. Si on monte cette sphère de façon isolée, il y a une ambiguïté totale, mais sachant que l'éclairement vient d'en bas à droite, en cascade, vous pouvez en déduire quelle est la forme de ces sphères. Donc il semble bien que notre cerveau effectue des sortes d'allers-retours permanents à différents niveaux pour réaliser ce type d'inférence. Alors ici, il s'agit d'une situation perceptive, d'une cascade perceptive, mais je vous avais montré également les travaux de Kemp et Tenenbaum qui suggéraient que ce type d'inférence en cascade pouvait se produire dans des modèles beaucoup plus abstraits du monde extérieur, en particulier des vrais modèles scientifiques de la manière dont nous organisons les connaissances. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces diapositives. C'est un article très important, cet article de Kemp et Tenenbaum, dans la mesure où il est important simultanément en informatique et en sciences cognitives. C'est un modèle remarquablement avancé en informatique pour le traitement automatique des données et la manière dont on classifie les données automatiquement, mais c'est aussi un modèle de sciences cognitives de la manière dont un enfant pourrait organiser, ou un adulte pourrait organiser les connaissances qu'il reçoit. Et la manière dont le modèle fonctionne, c'est qu'il y a un niveau très abstrait dans lequel on calcule la forme même qu'il faut donner aux connaissances du niveau inférieur, et ensuite on applique ce modèle abstrait à des modèles particuliers. Par exemple, ici, une matrice de données dans laquelle on a rentré des animaux, et pour chacun des animaux, des traits que ces animaux possèdent. Chaque animal possède certains traits, comme le fait de nager, de posséder des ailes, d'avoir des pattes, etc. Et la similarité entre ces animaux doit être décrite par un de ces modèles internes. L'algorithme de Kemp et Tenenbaum est capable de faire des inférences à ce très haut niveau, celui vraiment de la nature même des axiomes qui déterminent le type de représentation qu'on va avoir des données au niveau intermédiaire, donc des principes abstraits qui déterminent la structure, qui elle-même détermine les données. Et l'inférence inverse est donc ici que lorsqu'on a affaire à des animaux, eh bien, le bon modèle, c'est celui d'un arbre. Le modèle détecte tout seul que c'est un arbre qui convient pour décrire la similarité des animaux, ce qui est quand même une découverte extraordinaire que l'on doit à Darwin. Lorsqu'on donne au même modèle des données différentes qui sont celles de la similarité des couleurs, le modèle découvre spontanément que les couleurs sont organisées sous forme d'un anneau. C'est-à-dire qu'il y a une similarité qui est tout à fait différente de celle d'un arbre. Et ça se boucle. Et puis, lorsqu'on donne au même modèle des données différentes, qui sont cette fois-ci les données sur la position géographique des villes, la proximité d'une ville par rapport à une autre, eh bien, vous voyez que le modèle découvre spontanément que les règles abstraites qui conduisent, les principes abstraits qui conduisent à décrire ce domaine sont ceux d'un anneau, peut-être d'un globe, un morceau de globe, dans lequel donc il y a à la fois une circularité et une direction opposée verticale. Donc c'est tout à fait remarquable d'avoir un modèle complètement automatisé qui est capable de déduire des principes abstraits à partir d'entrées comme celle-ci à plusieurs niveaux hiérarchiques. Et il y a ce point qui est quand même très important dans l'apprentissage bayésien, qui est ce que nos amis Tenenbaum appellent « blessing of abstraction », c'est-à-dire la bénédiction de l'abstraction, le fait que le plus haut niveau de l'apprentissage peut être celui qui apprend le plus vite. C'est quelque chose d'assez paradoxal, mais si on y réfléchit, il y a peu de principes à ce haut niveau, il y a quelques grandes possibilités, et chaque observation nouvelle
donne de l'évidence qui contraint le principe qu'il faut choisir au plus haut niveau. Donc, il est tout à fait possible dans ces modèles que le plus haut niveau converge et qu'on découvre la bonne représentation des données, c'est un arbre, avant même d'avoir découvert la structure précise qui gouverne chacune des données qu'on a observées. C'est ce que voit Tenenbaum dans ses simulations avec Kemp, et c'est peut-être ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant. Une inférence ultra rapide, à très très haut niveau, avant d'avoir le modèle détaillé de chacun des organismes. Je vous avais montré qu'en particulier pour les animaux, le modèle de Kemp et Tenenbaum, s'il a peu de données, trouve qu'il s'agit d'un arbre, mais ne trouve pas nécessairement, par exemple, que les dauphins doivent être séparés des poissons. Alors, est-ce qu'il existe une telle cascade d'inférences chez l'enfant? Eh bien, il semble bien que oui. Le très jeune enfant est capable de remonter à des causes cachées des comportements et en particulier dans le domaine des inférences sociales. Alors j'y reviendrai dans le 6e cours, la théorie de l'esprit, mais je voulais vous montrer quand même un exemple aujourd'hui d'inférence en cascade telle que les enfants peuvent le mener. Et il s'agit ici d'inférer l'origine d'une anomalie. Lorsque vous voyez un objet qui ne marche pas, vous n'arrivez pas à faire marcher un objet. Tout à l'heure, je n'arrivais pas à faire marcher mon ordinateur. Il peut y avoir deux possibilités. Soit l'ordinateur est en panne, soit c'est moi, en l'occurrence c'était le cas, qui ne savait pas le faire marcher. Bien. On fait en permanence ce genre d'inférence. Hein. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est le monde extérieur? Alors, ici, dans cet article de 2011, Gueon et Schulz testent si l'enfant est capable de faire ce type d'inférence. Et c'est un très joli article de Science. Alors, je voudrais vous montrer une petite vidéo de ce qu'ils ont proposé à l'enfant. Est-ce qu'on peut avoir le son, s'il vous plaît? Voilà. Alors, l'expérimentateur déclenche, en appuyant sur un bouton, un objet qui fait du bruit. On entend le bruit de l'objet. Hein. Elle va le faire 3 fois. Et il est clair que l'enfant a envie d'essayer, est très tenté par ce jouet-là. Alors on va lui donner un jouet, mais vous voyez qu'on pose un jouet différent devant lui, et on lui donne, là, dans cet essai particulier, on lui donne l'objet vert. Puis il appuie, il imite très bien d'ailleurs, hein, ce qui est en soi un apprentissage, et ça ne marche pas. Et il le donne à, je pense que c'est sa maman, là. Donc, il cherche l'aide de quelqu'un d'autre. Maintenant, regardez, une condition légèrement différente. Tout s'est passé pareil au départ, mais on ne donne pas l'objet vert à l'enfant, on donne un objet jaune, qui est un objet différent. Évidemment, similaire, mais pas le même objet. Alors, l'enfant appuie. Ça ne marche pas. Il y a un peu de frustration. Hein. Peut-être que la frustration elle-même, d'ailleurs, pourrait être modélisée. Hein. Vous voyez qu'il se tourne vers le parent, mais il ne va pas lui proposer l'objet. Il continue d'essayer. Bon, il essaye de façon vigoureuse. Et là, il va chercher un autre objet. Ouais. Alors, l'expérience est ainsi faite qu'il y a 2 comportements possibles. Enfin, il y a une variété, évidemment, mais on peut les classifier en 2 grandes catégories. Soit je vais demander à la personne qui est à côté de moi, soit je vais tirer pour chercher un autre objet. Donc, je change d'objet. Et toute l'astuce est là, évidemment. Est-ce que les enfants choisissent l'une ou l'autre solution? Bien évidemment, d'un point de vue d'inférence rationnelle, on ne doit pas faire la même chose suivant qu'on a reçu l'objet vert ou pas. Si l'objet n'a pas changé, l'inférence, c'est que c'est sans doute moi qui fais mal. Je viens de voir que l'objet marche parfaitement, mais moi, je n'y arrive pas. Donc, je devrais demander à un autre agent. Si par contre l'objet a changé, il est possible, probable peut-être, que ce soit l'objet qui ne fonctionne pas, et que donc je doive plutôt changer d'objet. Donc, c'est exactement les résultats qu'observent Gueon et Schulz, c'est-à-dire que dans la condition, vous voyez ici en haut, on donne l'objet vert à l'enfant, les enfants se tournent plus souvent vers l'agent qui est à côté d'eux, j'essaie de changer d'agent, et ils ne changent pas si souvent que ça d'objet, alors que lorsqu'on leur donne un nouvel objet,
eh bien, il se tourne peu vers l'autre agent et au contraire, il change d'objet, il tire donc sur cette bande en feutre qui permet d'attraper un autre objet. Bon, ce sont des résultats modestes après tout, puisque un enfant donne 1 point de mesure. Hein, donc vous voyez la difficulté de ces expériences. Mais enfin, les résultats sont tout à fait significatifs. Et dans une deuxième expérience, dans le même article de Science, Guyon et Schultz vont encore plus loin en proposant une situation un tout petit peu différente où l'objet ne change pas, mais c'est l'agent qui change. Donc là encore, les inférences que l'enfant peut tirer sont un tout petit peu différentes. L'objet fonctionne 1 fois sur 2, mais pour certains enfants, la réussite et l'échec de l'objet fonctionnent toujours avec la même personne, et pour d'autres enfants, la réussite et l'échec surviennent à l'intérieur de la même personne, donc la même personne tantôt réussit, tantôt échoue, et dans l'autre situation, c'est toujours la même personne qui échoue et toujours la même personne qui réussit. Donc je vous montre qu'est-ce que ça donne sur un plan graphique. Il y a 4 essais successifs avec 2 expérimentateurs, E1 et E2, et dans la situation du haut, il y a 2 essais donnés par le premier expérimentateur, il réussit, il échoue, le deuxième échoue, puis réussit. C'est ce qu'on appelle la situation donc, à l'intérieur d'un agent. À l'intérieur d'un agent, il y a des échecs et des réussites. Alors, je ne sais pas quelle inférence vous en tirez, mais sans doute l'objet ne marche pas très bien, hein, 50-50, mais ce n'est pas la faute de l'expérimentateur. Et puis ici, par contre, interagent, l'agent E1 rentre, il réussit, E2 rentre, il échoue, E2 rentre, il échoue, E1 rentre, il réussit. Donc E1 réussit tout le temps, E2 réussit jamais, c'est peut-être la faute de l'agent, n'est-ce pas? Est-ce que l'enfant est capable de faire ce type d'inférence? Eh bien oui. Lorsqu'il est dans la situation 1, il change d'objet, il ne change pas d'agent, donc il se rend compte que c'est sans doute l'objet qui ne marche pas très bien et que voilà, il vaut mieux changer d'objet que changer d'agent. Dans la situation d'en bas, par contre, vous voyez que vous remarquerez la similarité extraordinaire à ces conditions. Il a reçu le même objet, il y a eu la même séquence d'échecs et de réussites, il y a juste tout petit changement dans l'expérimentateur ici, et l'enfant fait quelque chose de complètement différent. Il va essayer de changer d'agent et non pas de changer d'objet. Bon, il faut essayer d'imaginer la cascade d'inférences qui correspond à ce type de phénomène. Au départ, vous avez un phénomène physique tout à fait minuscule, qui est qu'on appuie sur le bouton et il ne se passe rien. Bon, ce simple fait en soi que l'enfant soit capable de détecter que ce n'est pas normal qu'il ne se passe rien, c'est en soi déjà le résultat d'un modèle abstrait du monde extérieur, hein, puisque l'enfant a appris que quand on appuie sur le bouton, il semble que ça se déclenche. C'est en soi un raisonnement causal. J'appuie, c'est une cause du déclenchement dans le monde extérieur d'un son de cette boîte. Donc déjà à ce niveau-là, il y a une inférence qui est réalisée par l'enfant. Mais l'observation d'une erreur à ce niveau-là, à ce niveau physique, il n'y a pas le son, se propage, et on peut imaginer que dans le cerveau de l'enfant, il y a des signaux d'erreur qui se propagent à tous ces niveaux, jusqu'à modifier le modèle mental. Cette personne-là, elle n'y arrive pas, elle n'est pas douée avec cet objet. Ou bien cet objet-là, il ne marche pas, ou il ne marche que 50% du temps. Ce sont des inférences complètement différentes sur l'objet ou sur la personne, sur moi ou sur une autre personne, sur moi ou l'objet du monde extérieur, qui sont donc des inférences qui relèvent déjà de la théorie de l'esprit, la séparation de ce qui relève des objets et ce qui relève de l'esprit des autres, qui sont réalisées ici chez les enfants de 16 mois. Et on a beaucoup d'évidence maintenant que les enfants de 16 mois, ou disons dans la passé la première année de vie, sont capables de réaliser des inférences sur les intentions des agents du monde extérieur, leurs connaissances, leurs croyances, etc. Donc je pense qu'il est extrêmement difficile, en tout cas, d'expliquer ces résultats sans supposer que l'enfant est capable, dès cet âge, de raisonner sur les causes des événements. Bon, il faut bien dire qu'ici, il faut mettre un bémol, hein, toutes ces expériences supposent qu'il n'y a pas d'artefacts, qu'il n'y a pas d'autres possibilités d'expliquer les résultats. Je pense ici que les résultats sont particulièrement élégants puisque cette manipulation ici des deux groupes d'enfants est extrêmement minimale. Mais enfin, il faut toujours rester un petit peu alerté sur la possibilité que toutes ces expériences visent à montrer des compétences abstraites chez les jeunes enfants et que peut-être il pourrait y avoir des interprétations plus simples. Personnellement, dans ce cas-ci, moi je n'en ai pas trouvé parce que je trouve que vraiment l'appariement des deux groupes est extrêmement élégant. Alors, il faut supposer bien plus chez l'enfant pour être capable de faire ce type d'inférence. Et il y a un point que j'aurais peut-être dû ériger en principe 3 de l'inférence bayésienne, c'est que pour être capable de tirer ce genre d'inférence, il faut être capable de distinguer des échantillons qui sont aléatoires d'échantillons qui ne le sont pas. On peut tirer des inférences correctes en statistique si on sait qu'on a affaire à un échantillon aléatoire. Si l'échantillon n'est pas aléatoire, alors là, tout est possible.
Donc, il faut que l'enfant soit sensible à l'idée que l'échantillonnage n'est pas biaisé. Et dans cet article, Guyon, Tenenbaum et Schulz discutent de cette question et considèrent que c'est un point essentiel du raisonnement scientifique et que de cette manière-là aussi on peut tester si les enfants sont des scientifiques au berceau. Parce qu'en tant que scientifique, évidemment, c'est essentiel d'être sensible à ces biais d'échantillonnage. Par exemple, si un scientifique observe une météorite martienne et montre qu'elle contient de la silice, c'est l'exemple que les auteurs utilisent, je ne sais pas si les météorites martiennes contiennent de la silice, c'est un exemple hypothétique, hein, mais si on observe une pierre comme celle-là, qu'est-ce qu'on peut dire sur la surface de Mars? Bon, ça dépend complètement de la manière dont cet échantillonnage s'est produit. Si on pense que l'échantillonnage est aléatoire, peut-être on peut tirer des inférences très générales. Si l'échantillonnage n'est pas aléatoire, alors là, on ne peut pas tirer beaucoup d'inférences. Alors, est-ce que les enfants sont capables de détecter les biais d'échantillonnage et de s'en servir pour bloquer ou pas certains types d'inférences? Eh bien, c'est l'objet donc de cet article de Guyon, Tenenbaum et Schulz dans PNAS en 2010. Et Laura Schulz était venue nous en parler l'an dernier, mais je voudrais vous le présenter de manière un tout petit peu différente. Donc l'expérience est la suivante. On montre à l'enfant une boîte transparente dans laquelle il y a beaucoup d'objets bleus et quelques objets jaunes qui sont de formes un petit peu différentes, là. Et une main plonge dans l'urne, elle retire 3 objets bleus et tous émettent un joli petit bruit lorsqu'on presse dessus. Mais on a des observations que sur les objets bleus. Après cette observation, donc 3 points de données, on retire un objet jaune de la boîte. Et la question, c'est est-ce que l'enfant va généraliser et penser que l'objet fait du bruit lorsqu'on presse dessus? Ce n'est pas évident de voir de quelles données on dispose pour généraliser dans ce cas-là. Est-ce qu'on peut savoir si l'objet jaune a une certaine probabilité de faire du bruit ou pas? Donc on va présenter l'objet à l'enfant et voir s'il essaye de lui faire émettre du bruit. Situation numéro 2, exactement la même chose, sauf que la boîte de départ contient une majorité d'objets jaunes et quelques objets bleus. La main plonge dedans, retire 3 objets bleus, presse dessus, ça fait du bruit, on tend l'objet jaune à l'enfant, est-ce qu'il va essayer de voir si l'objet jaune fait du bruit ou pas? Vous voyez que l'inférence est intéressante ici. Dans la situation de gauche, il est tout à fait probable que l'échantillonnage ait été aléatoire. Dans la situation de droite, par contre, si la main a plongé et a retiré systématiquement des balles jaunes, au bout de 3 balles jaunes, il est très probable que ce ne soit pas aléatoire, que la personne ait choisi des balles bleues. Et si elle a choisi des balles bleues, est-ce qu'on peut en tirer des inférences? En tout cas, on peut peut-être penser qu'on ne peut pas généraliser aux balles jaunes. L'échantillonnage qu'on a eu au départ n'étant pas aléatoire, on ne peut pas généraliser les observations. Alors, est-ce que les enfants sont capables de faire ce type d'inférence? Eh bien, Laura Schulz réalise toute une série d'expériences ici avec Guyon et Tenenbaum. Je vais vous montrer ces expériences une par une, mais à chaque fois, la mesure que vous avez verticalement ici est la même. C'est le nombre de fois que l'enfant essaye d'appuyer sur l'objet jaune pour lui faire du bruit. Donc, dans la situation où il y a une majorité d'objets bleus, on tire 3 objets bleus, l'échantillonnage est tout à fait aléatoire, ou pourrait l'être en tout cas, eh bien l'enfant appuie beaucoup sur l'objet jaune, et appuie à peu près 3 fois là. Donc, il semble qu'il généralise ce qu'il a eu comme observation sur l'objet bleu à l'objet jaune. Par contre, dans la situation où il y a une majorité d'objets jaunes au départ, eh bien l'enfant appuie peu sur l'objet jaune, et donc il ne semble pas qu'il généralise son observation et qu'il en déduise que l'objet jaune fasse aussi du bruit. Donc ça en soi, c'est déjà un résultat très significatif. Évidemment, il y a beaucoup de différences physiques entre ces deux conditions, au moins au départ de l'expérience. Donc dans les expériences ultérieures, Laura Schulz et ses collègues essayent de réduire ces différences et ils font une série d'observations très intéressantes. D'abord, si vous avez un ensemble de balles jaunes et vous tirez seulement une balle bleue et qu'elle fait du bruit, bon, là, il y a quand même beaucoup de chances que par hasard, vous soyez tombé sur une balle bleue. Donc on n'a pas de preuve que l'échantillonnage ne soit biaisé. Et vous voyez que les enfants, dans ce cas-là, appuient énormément sur la balle jaune, donc ils considèrent que la balle jaune a aussi beaucoup de chances de faire du bruit. Évidemment, l'expérience ne dure pas la même durée, donc contrôle expérimental très approprié ici. Dans un autre groupe d'enfants, on réplique avec une seule balle bleue qui est tirée de la boîte, mais la durée de l'observation est la même que si on en avait retiré 3. Donc ce n'est pas la durée qui compte, les enfants continuent d'appuyer longtemps sur la balle jaune. Par contre,
si on réplique l'expérience antérieure avec un nouveau groupe d'enfants, exactement les mêmes durées, et qu'on réplique les résultats de tout à l'heure, c'est assez remarquable d'ailleurs à quel point ces résultats sont bien stables ici, hein, pour une mesure qu'on pourrait considérer être très comportementale et peu stable. Bon, ce n'est pas le cas. Et puis, il teste aussi une situation intermédiaire. Donc, qu'est-ce qui se passe si je retire 2 balles bleues de l'urne? 2 balles bleues, ça commence à devenir pas très probable que ce soit un échantillonnage aléatoire là, dans cette urne. Et effectivement, les résultats sont intermédiaires, et donc on voit bien qu'on a affaire à une mesure quantitative ici du comportement. Les enfants généralisent moins souvent le comportement, ou plutôt la connaissance que la balle jaune va peut-être faire du bruit. Donc, les réponses des enfants dépendent de la proportion de balles bleues, mais aussi, semble-t-il, du fait que les balles aient pu ou n'aient pas pu être échantillonnées au hasard. Et l'enfant semble inférer quelque chose d'assez abstrait, qui est que si l'échantillonnage n'est pas dû au hasard, c'est que l'adulte suit une stratégie, ce qui lui fournit des informations supplémentaires. Alors, comment modéliser? Ce qui est joli dans l'article ici de Guerin et collaborateurs, c'est qu'ils fournissent un modèle explicite de l'inférence bayésienne telle qu'elle pourrait être faite chez les enfants. On ne va pas rentrer dans trop de détails de ce modèle, mais simplement dire que, effectivement, ce que les enfants doivent chercher à inférer, de façon tout à fait non consciente, hein, c'est est-ce que les balles jaunes ont une certaine probabilité de faire du bruit ou pas. Cette conclusion va dépendre évidemment du fait que dans le monde, soit les balles bleues font du bruit, soit seules les balles jaunes font du bruit, soit les deux font du bruit. N'est-ce pas? Donc on peut avoir 3 hypothèses principales sur l'état du monde extérieur. Et le modèle ici suppose que ce sont les 3 hypothèses que l'enfant garde en tête. Alors évidemment, il voit dès le départ de l'évidence qui permet d'éliminer l'hypothèse 2, c'est-à-dire que seules les balles jaunes font du bruit, puisqu'il voit que les balles bleues font du bruit. Donc il reste 2 hypothèses, soit seules les balles bleues font du bruit, soit toutes les balles font du bruit. Ensuite, sur cette base-là, évidemment, on peut en déduire la probabilité de faire un certain nombre d'observations. Mais les observations, comme je l'ai dit, dépendent aussi du processus d'échantillonnage. Si l'échantillonnage est aléatoire, c'est très facile de prédire quelle est la probabilité bêta puissance n hein, d'observer des balles bleues, dans l'hypothèse où seules les balles bleues font du bruit. Par contre, si l'échantillonnage n'est pas aléatoire, alors ça va dépendre évidemment du fait que l'expérimentateur choisisse certaines balles bien particulières. Donc, voilà, ça c'est le modèle, ce qu'on appelle le forward model, le modèle en avant, c'est-à-dire la série d'étapes qui permettent d'attribuer une probabilité aux observations du monde extérieur. Maintenant, on peut faire fonctionner le modèle bayésien comme toujours en sens inverse. Donc, étant donné que l'enfant a observé 3 balles bleues qui sont sorties d'une urne qui en contenait une proportion bêta, on peut remonter à ces causes cachées et non seulement donc la probabilité des différentes hypothèses ici, mais la probabilité que l'échantillonnage soit ou non aléatoire. Le modèle mathématique est extrêmement simple, il est décrit dans l'article, et si on fait tourner ce modèle, on en déduit le rapport de vraisemblance entre l'hypothèse 1 et l'hypothèse 3, suivant les différentes observations qui sont faites par l'enfant. Donc les paramètres ici sont le nombre de balles bleues qui a été sorties, 1, 2 ou 3, et la fraction bêta de balles bleues initiales dans ce qui était présenté, dans l'urne qui était présentée à l'enfant. Il y a un 3e paramètre qui est le paramètre alpha ici, qui est mis arbitrairement à 1,5, qui est la probabilité a priori qu'une personne échantillonne au hasard ou qu'elle n'échantillonne pas au hasard. Eh bien, lorsqu'on fait tourner ce modèle d'emblée, on trouve ce profil de résultat, c'est-à-dire la probabilité que la balle jaune fasse partie des balles qui font du bruit, et ça traduit exactement, finalement, le profil de réponse des enfants. D'un point de vue qui est même quantitatif, c'est-à-dire qu'on peut capturer le fait que lorsqu'il y a 2 balles bleues qui sont sorties, et que l'ensemble est à dominance jaune, eh bien on est un petit peu dans une situation intermédiaire entre 1 et 3. Voyez. Donc une jolie mise en adéquation finalement du modèle avec les données observées. Et je pense que ce sera un des thèmes récurrents de ce cours, de montrer qu'on peut obtenir, d'un point de vue strictement comportemental, chez le très jeune enfant, des données de très grande qualité qui ne sont pas seulement qualitatives, comme on l'a souvent traité par le passé, mais vraiment quantitatives, qui nous donnent des résultats quantitatifs sur le sens des probabilités de l'enfant. Alors,
Que se passerait-il si l'enfant disposait d'informations supplémentaires sur la nature de l'échantillonnage? Dans les simulations ici à gauche, on a toujours supposé que l'enfant partait avec des hypothèses a priori d'une équiprobabilité d'un échantillonnage biaisé ou non biaisé. Maintenant, si on avait de l'évidence que l'échantillonnage est biaisé, est-ce que les conclusions pourraient changer? Eh bien, les auteurs simulent cette situation et vont la comparer aux données expérimentales. Et là encore, et cette fois-ci il s'agit de prédictions du modèle, d'expériences qui sont déduites du modèle, les résultats collent tout à fait avec les prédictions. Je vais vous montrer comment marchent ces deux expériences, ce sont les deux dernières de la série ici. Dans l'une de ces expériences, on cherche à biaiser l'enfant vers l'idée d'un échantillonnage aléatoire. Donc on lui montre bien qu'à chaque essai, la personne a les yeux fermés, puis on secoue la boîte et elle plonge sa main dans la boîte, et donc vraiment, elle ne peut pas biaiser l'échantillonnage. Donc l'idée, c'est que là, on va biaiser l'enfant vers une hypothèse a priori d'un échantillonnage aléatoire. Et évidemment, par magie, mais c'est contrôlé par l'expérimentateur, on sort 3 balles bleues, systématiquement. Donc il y a une astuce qui est faite par l'expérimentateur ici. Mais l'enfant peut croire que l'échantillonnage est aléatoire. Et dans ce cas-là, vous voyez que ça change complètement les résultats. L'enfant va appuyer beaucoup sur la balle jaune, pensant donc qu'elle déclenche le bruit. Par contre, dans la situation inverse, il y a une majorité de balles bleues ici, et par contre, on voit vraiment que l'expérimentateur regarde dans la boîte et choisit une balle bien particulière. Je ne rentre pas dans le détail de ce résultat ici, mais je vous montrais dans la diapositive précédente que les résultats sont tout à fait conformes avec les simulations qui peuvent être faites de cette situation, qui a été choisie justement parce que ces prédictions étaient non triviales par rapport au modèle qui était proposé. Voilà, donc conclusion, dans la seconde année de vie, les enfants seraient déjà capables de formuler des modèles génératifs complexes pour expliquer ce qu'ils observent. Il faut formuler ce modèle avec ses flèches descendantes et ses hypothèses. Il faut tenir compte dans ce modèle des intentions des personnes qui agissent autour d'elles. Et certains agents sont intentionnels et peuvent biaiser l'échantillonnage. Et puis, évidemment, il faut que l'enfant soit capable d'utiliser des inférences bayésiennes pour remonter aux causes cachées des actions qu'ils peuvent observer. Alors, c'est fascinant de voir qu'on peut modéliser dans ce niveau de détail statistique le comportement de l'enfant, mais il me semble que ce type de modèle pose quand même beaucoup de questions, qui sont des questions pour la recherche future. Une de ces questions, c'est d'où vient le modèle causal particulier qu'utilise l'enfant. C'est tout à fait caractéristique de ces articles sur le raisonnement bayésien chez l'enfant de postuler un modèle très complexe de ce genre-là. Mais l'enfant vient d'être introduit au laboratoire, il vient de découvrir cette situation avec des balles jaunes, des balles bleues. Comment est-ce qu'il arrive à formuler un modèle de ce type? Et puis, deuxième question, est-ce qu'il ne faut pas supposer quand même qu'il y a des éléments innés dans ce raisonnement, et en particulier que le principe de causalité, c'est-à-dire l'idée même qu'il y a des causes derrière les observations expérimentales, soit quelque chose d'inné chez l'enfant, qui est donc une sorte de principe de causalité complètement câblé dans le cerveau de l'enfant? Ou bien, alternative, peut-être est-ce que le principe de causalité lui-même peut être appris? Alors, je pose là des questions qui sont difficiles, parce qu'il va falloir à un moment avoir une sorte de génération et de sélection de modèles, mais c'est exactement la direction que prennent les travaux de Josh Tenenbaum en particulier, qui jouent un rôle tout à fait central dans le développement des modèles de plus en plus abstraits de cette représentation bayésienne. Et dans un article tout à fait récent, 2011, avec Noah Goodman, il montre qu'il n'est pas impossible d'imaginer un système, il s'agit ici maintenant de simulation sur ordinateur, d'un système qui apprenne une théorie de la causalité. Alors on rentre là dans une représentation tout à fait abstraite, et on ne sait pas si l'enfant procède de cette manière-là, mais j'ai pensé que c'était important de terminer le cours d'aujourd'hui en vous montrant jusqu'à quel niveau d'abstraction finalement ces modèles bayésiens pouvaient finalement apprendre des choses sur le monde extérieur. Donc, si on imagine un système dans lequel il y a toutes sortes d'observations possibles, des balles jaunes, des bruits, des balles bleues, des personnes qui bougent, etc. Tout ça sont des observations élémentaires, et on cherche à créer un réseau qui lie ces observations entre elles et qui disent, voilà, il y a des causes, il y a des conséquences. Et si j'observe telle personne, alors il est probable qu'elle fasse telle action, etc., etc. Donc, on imagine que ce que cherche l'enfant, c'est de créer un modèle mental d'un réseau de connaissances. Eh bien, il peut y avoir plusieurs types de réseaux, et il est possible de concevoir un système d'axiomes qui contraignent ces réseaux. Et en particulier, on peut exprimer le principe même de causalité d'une manière suivante.
dans ce graphe, qui lie différentes observations entre elles, le principe de causalité serait dans un graphe directionnel et acyclique qui lie diverses propriétés entre elles. Il existe un sous-ensemble de propriétés dont toutes les autres dépendent. Voilà. Ce qu'on veut dire par principe de causalité, c'est qu'il existe des causes et il existe des conséquences. Il y a un ensemble de causes qui sont tout en haut dans le graphe et dont tout le reste dépend. Voilà. Alors, ça n'est pas le cas de tous les graphes, évidemment. Il peut y avoir des graphes cycliques. Il peut y avoir des graphes dans lesquels il y a des aspects très arborescents mais qui bouclent sur eux-mêmes. Et donc, il est possible de décrire dans un langage logique abstrait le type de graphe qui obéit au principe de causalité. Ici, Tenenbaum nous en propose une formulation. Il dit donc, quels que soient les nœuds du graphe X et Y, il existe une propriété A, un prédicat A, qui est le fait d'appartenir aux ensembles des causes, de telle sorte que lorsque un objet X répond à ce prédicat A, eh bien, il n'y a pas de relation entre Y et X. Donc X est premier. X est une cause première et n'est pas lui-même causé par d'autres variables cachées. Voilà. Donc c'est une description axiomatique du principe de causalité, mais ce qui est intéressant, c'est que la théorie de la causalité n'est qu'une des théories relationnelles que le langage que propose Tenenbaum, ce langage logique, permet d'exprimer. Et en particulier, par exemple, ici, il y a d'autres exemples que j'ai pris un petit peu au hasard, de lois qui pourraient être déduites en manipulant ces axiomes un petit peu au hasard. Par exemple, la loi qui est numéro 8 ici, pour tous les nœuds du graphe, il existe un unique Y, tel que Y est en relation avec X, dont les variables ont au plus un parent. C'est un type de graphe possible, mais qui n'a rien à voir avec le principe de causalité. Ce serait un autre principe pour décrire certains graphes. Le troisième, le graphe de dépendance est transitif. Donc s'il y a une relation entre x et y et entre y et z, alors il y a une relation entre x et z. Voyez. Donc ce que nous propose Tenenbaum, c'est un langage logique dans lequel des prédicats générés même de façon aléatoire ont du sens, peuvent s'appliquer aux graphes de niveau intermédiaire et eux-mêmes, ces graphes de niveau intermédiaire, s'appliquer aux données du monde extérieur. Donc il nous propose une structure en 3 étapes, comme tout à l'heure. La théorie très abstraite avec ses axiomes, des modèles causaux particuliers, des graphes particuliers, mais qui obéissent aux axiomes du niveau d'en haut, et finalement sont capables de décrire des événements particuliers du monde extérieur. C'est très proche du modèle de Kemp et Tenenbaum que je vous montrais tout à l'heure, dans lequel il y a ces 3 niveaux successifs. Mais dans la mesure où il s'agit d'un modèle génératif en avant, à nouveau, il est possible d'utiliser les principes de la théorie bayésienne pour sélectionner quels sont les axiomes qui sont les plus appropriés aux événements du monde extérieur. Donc on peut non seulement apprendre un modèle causal particulier pour les variables qu'on a observées, mais aussi, quelque part, contraindre le niveau le plus haut, le type même de modèles causaux qui sont appropriés pour le monde dans lequel nous vivons. Et c'est exactement là que Goodman et Tenenbaum veulent en venir, c'est-à-dire l'idée que même le principe de causalité peut être inféré. Si j'ai suffisamment de données qui vont dans le sens de graphes de ce type, je vais sélectionner cet axiome-là, la loi numéro 1, et elle va être sélectionnée au plus haut niveau alors qu'elle n'était pas au départ présente dans le système. Elle va être en quelque sorte inférée. On peut inférer le principe de causalité. J'espère que ce n'est pas trop abstrait, mais je passe tout de suite à des simulations de ce principe, donc de Goodman et Tenenbaum. Ils réalisent des simulations dans lesquelles un système artificiel est soumis à un certain nombre d'échantillons tirés d'un graphe particulier reliant des causes et des conséquences entre elles, et toutes les observations sont compatibles avec cette idée, donc il y a un sous-ensemble de causes qui déterminent des conséquences. Donc il y a ce fameux graphe directionnel acyclique, etc. Et il regarde ici la vitesse avec laquelle le système artificiel est capable de faire ces inférences à différents niveaux. Et alors la première observation qui est tout à fait remarquable, c'est que c'est le plus haut niveau, celui des axiomes, qui apprend en premier. C'est ce que je vous disais, la fameuse bénédiction de l'abstraction. Dans ces modèles bayésiens, c'est très souvent l'espace dans lequel les hypothèses sont les plus restreintes qui apprend le plus vite. Or, c'est celui du haut. Il y a peu d'axiomes possibles, et donc ça converge très rapidement. Ici, en quelques milliers d'observations, on commence à avoir beaucoup d'évidence qu'il y a un principe de causalité, il y a des causes et des conséquences. Et c'est seulement par la suite, voyez, que monte le niveau des connaissances, le pourcentage d'apprentissage de connaissances spécifiques au graphe particulier qui lie les causes et les conséquences dans les données qu'on reçoit à un instant particulier. Donc le modèle causal particulier converge plus tard. Alors, il converge plus tard ici avec cette courbe en rouge, mais il convergerait encore plus tard s'il n'était pas guidé par le principe approprié. Donc si on enlève le niveau tout en haut,
Si on enlève ce niveau de la théorie ici et qu'on laisse tous les graphes causaux possibles interagir et être sélectionnés par le modèle, eh bien, on a un apprentissage qui est beaucoup plus lent. C'est la courbe qui est en vert pointillé ici. Donc il est utile d'être guidé par des principes. Les principes permettent de sélectionner parmi le très très vaste ensemble de graphes possibles des graphes qui ont des caractéristiques particulières. Ça restreint, si vous voulez, l'ensemble de recherche. Donc il est utile d'être guidé par un principe de causalité. Mais par contre, ce que montre Kemp et Tenenbaum, c'est qu'il n'est pas utile que ce principe de causalité soit inné. La dernière courbe que vous ne voyez presque pas, qui est en bleu pointillé ici, c'est la courbe où on supposerait que le principe de causalité est inné. L'apprentissage d'un modèle du monde extérieur ne va pas plus vite quand le principe est inné que quand il est appris, puisqu'on voit qu'il est appris très très tôt ici. Donc, on peut supposer que l'enfant ne naît pas avec un principe de causalité, mais que ce principe de causalité est sélectionné parce qu'il a de bonnes propriétés, il colle bien finalement avec le type de relation qu'on peut observer entre les variables du monde extérieur. C'est un changement quand même très important dans notre conception de la manière dont l'enfant pourrait fonctionner, parce que le réflexe, je dirais, dans les 30 dernières années, a été de dire, lorsque je fais des observations sophistiquées sur le comportement de l'enfant, eh bien, si un enfant de quelques mois est capable de répondre, de faire des inférences compliquées, c'est que c'est inné. Voilà, cette compétence particulière est innée chez lui. Et donc, on n'a pas hésité à postuler une compétence innée pour les nombres, pour la causalité, pour les objets, etc. Eh bien, avec ces modèles bayésiens, il va peut-être falloir revenir sur certaines de ces hypothèses et considérer qu'après tout, certaines choses sont apprenables, que nous ne pensions pas être apprenables. Alors, on se situe ici dans ce que Kemp et Tenenbaum appellent un nativisme minimal. C'est la proposition qu'ils font. Un compromis entre le nativisme un peu extrême qu'on a connu dans les 30 dernières années et la version, l'opposé extrême qui serait un empirisme total. Le modèle qui est proposé ici ne requiert pas de présupposer des connaissances très particulières propres à chaque domaine du savoir. Donc il n'est pas nécessaire d'avoir une modularité extraordinaire de l'esprit, il n'est pas nécessaire d'avoir des compétences restreintes uniquement par exemple au domaine du langage, mais le puissant algorithme d'apprentissage qui est proposé ici présuppose une compétence à la fois statistique sur les nombres, les probabilités, les types d'inférences possibles, et aussi une compétence expressive. Et ça, c'est nouveau dans les articles de Josh Tenenbaum dans les 4 dernières années. On peut faire l'hypothèse que dans le cerveau humain, et peut-être uniquement dans le cerveau humain, peut-être pas dans le cerveau d'autres espèces animales, il y a une compétence pour des formules logiques, pour des formules qui seraient récursives. Ils sont capables d'exprimer des choses telles que quel que soit x, quel que soit y, il existe, etc. Donc des raisonnements sur des prédicats qui seraient présents extrêmement précocement dans le cerveau de l'enfant et qui sous-tendent la sélection de modèles extrêmement abstraits du monde extérieur. Donc là, évidemment, on est tout à fait à l'opposé des idées de Piaget. Vous voyez ce minimalisme, ce nativisme minimaliste pourrait être une alternative intéressante à ces grands débats dichotomiques qui ont divisé les sciences cognitives. Alors, dans un autre article, Ullmann, Goodman et Tenenbaum proposent d'appliquer cette idée à de très nombreux domaines. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez par exemple ici le domaine de la parenté, un grand classique du structuralisme. Comment est-ce que l'enfant fait pour savoir qu'il a affaire à une structure de parenté particulière, puisqu'elle change d'une culture à l'autre, avec toutefois des éléments structurels communs? Eh bien, cette notion de prédicat abstrait peut permettre d'expliquer comment les enfants apprennent des structures de parenté. Comment les enfants apprennent des structures taxonomiques, on en a beaucoup parlé, ce que c'est qu'un animal, un oiseau, un canari, comment ces données-là s'organisent sous forme d'arbres, eh bien, ils sont capables de l'expliquer. Et ils discutent également de domaines beaucoup plus particuliers, je voudrais terminer là-dessus. Comment est-ce que l'enfant fait, par exemple, pour apprendre une théorie de certains objets particuliers qui sont les aimants? Oui, alors là, on rentre vraiment dans le domaine de l'enfant comme scientifique, mais après tout, nous sommes tous des scientifiques. Nous avons tiré des inférences, à moins que tout ça soit inné, mais c'est peu probable, nous avons tiré des inférences sur le fait que dans le monde extérieur, il y a des liquides, il y a des solides, il y a des objets mous, il y a des objets durs, il y a des objets qui durcissent au froid, et puis il y a des objets qui sont des aimants qui s'attirent entre eux. Tout ça sont des observations fascinantes pour les enfants, et ils se construisent une théorie interne du monde extérieur. Je pense que nous avons tous joué avec des aimants lorsque nous étions petits, et c'est vrai que c'est absolument fascinant, ce domaine. Alors, Ullmann et ses collaborateurs, en 2012, simulent l'apprentissage d'une théorie naïve du magnétisme chez l'enfant avec les idées que je viens de vous présenter. Alors, il s'agit de présenter des objets, de présenter certains qui sont des aimants, d'autres qui ne sont pas, certains sont en plastique, certains sont ferreux, etc. Et on simule ce bouillonnement théorique,
finalement, qui se produirait dans le cerveau de l'enfant, avec un modèle mathématique qui s'appelle une chaîne de Markov Monte-Carlo, avec un algorithme particulier qui permet de sélectionner progressivement les meilleurs modèles possibles, qu'on appelle un algorithme de recuit simulé. Je ne rentre pas dans le détail, mais la simulation montre qu'on arrive à capturer finalement la découverte par l'enfant de théories appropriées d'aspects du monde extérieur ici. Donc l'évolution de cette courbe ici montre en fonction du temps, du nombre d'observations qui sont faites, l'évolution des modèles internes de l'enfant et de leur adéquation avec les observations qui sont faites. Et on peut voir qu'il y a des étapes qui sont d'ailleurs très verticales ici, donc c'est intéressant parce que ça correspond à la découverte soudaine dans la théorie ici d'un nouvel aspect qui n'était pas vu auparavant. Et ça rend bien compte des observations qui sont effectivement que l'enfant bascule soudainement d'une théorie à l'autre. Donc ici, évidemment, comme il s'agit d'une simulation, on peut suivre les axiomes qui rendent compte du comportement de la simulation, et on voit que le réseau découvre progressivement une théorie raisonnable du magnétisme. Il passe par plusieurs étapes ici, qu'on peut essayer de comprendre ensemble. D'abord, il découvre que si des objets interagissent entre eux, ça veut dire que l'un est un aimant et l'autre est un aimant. Donc il découvre qu'il y a une propriété particulière qui s'appelle être un aimant, la propriété qui est notée F ici, et que cette propriété F, qui n'est pas vraie de tous les objets, eh bien, pour que les objets interagissent, il faut que les deux la possèdent. Alors, évidemment, c'est une théorie fausse, elle n'est pas tout à fait vraie, ce n'est pas nécessaire que les deux soient des aimants. Et dans la théorie B, vous voyez qu'il y a apparition d'un deuxième prédicat ici, qui est que les objets interagissent si l'un est de type F et l'autre est de type G. Ouais. Alors là, on est déjà plus proche d'une théorie appropriée. Il faut que l'un des objets soit un aimant et l'autre soit ferreux. Et le réseau, ici, crée lui-même des étiquettes F et G qui sont ferreux, magnétiques, etc. Et puis, il découvre la symétrie des interactions, par exemple. Et dans la théorie C, il arrive à une théorie beaucoup plus valable, qui est qu'il n'est pas nécessaire que l'un des objets soit ferreux. Les deux peuvent être des aimants, vont s'attirer entre eux, ou bien l'un est un aimant et l'autre est ferreux. Voilà. Donc, c'est très intéressant de voir se dérouler progressivement ces prédicats qui contraignent la théorie et d'arriver à simuler ce type d'apprentissage. Alors, je conclus avec cette image un peu effrayante, mais en fait, il s'agit d'une allégorie ici qui est que la nature forge un enfant. Et la question qui nous occupe, évidemment, est de savoir comment la nature a forgé les enfants pour qu'ils soient capables, dans le cas de l'espèce humaine, à travers des années de développement, de créer des théories du monde extérieur. Et selon le modèle bayésien et les données que je vous ai présentées aujourd'hui, l'enfant serait capable très tôt d'abord de se représenter des distributions de probabilités. Donc peut-être d'avoir déjà dans son cerveau, j'y viendrai la semaine prochaine et surtout la semaine suivante, cette capacité d'avoir des réseaux de neurones, peut-être du type, j'avais décrit l'an dernier d'Alex Pouget, capables de représenter des distributions de probabilités. De mettre à jour ces probabilités, et en appliquant la bonne règle, la règle de Bayes. Et ceci à de multiples niveaux hiérarchiques. Donc imaginez ces cascades, ces propagations de signaux d'erreur dans le cerveau. De se représenter de très vastes espaces d'hypothèses, hiérarchisées, chacune avec sa probabilité a priori et sa vraisemblance. Ça, c'est peut-être l'aspect le plus difficile de la théorie bayésienne. C'est que le nombre de théories qui sont balayées est énorme. Il y a énormément d'hypothèses sur le monde extérieur, et dans le cas de Kemp et Tenenbaum, c'est vraiment un très grand nombre d'hypothèses possibles sur tous les graphes possibles, par exemple, qui seraient capables de représenter des variables du monde extérieur. Alors, tous les graphes possibles, c'est un nombre absolument fantasmagorique, donc il est peu plausible que ce soit dans un ordinateur ou que ce soit dans le cerveau d'un bébé que ça se passe comme ça. Mais on peut imaginer des stratégies d'échantillonnage, c'était le cas pour cette dernière simulation, où on n'explore qu'un sous-ensemble des modèles possibles, mais on change un petit peu aléatoirement de modèles possibles du monde extérieur. En tout cas, certainement, il faut que l'enfant soit capable d'évaluer simultanément la plausibilité de plusieurs hypothèses, pas seulement une seule. Il faut qu'il soit capable de changer, évidemment, d'hypothèse si ça colle ou si ça ne colle pas. Et non seulement pour des hypothèses statiques, des modèles rigides du monde extérieur, mais peut-être pour ces modèles dynamiques, c'est-à-dire de vrais programmes récursifs, des ensembles d'axiomes qui sont capables de boucler sur eux-mêmes. On reviendra quand je parlerai de l'apprentissage du langage. Et donc la sélection de modèles qui se produirait dans le cerveau de l'enfant est une sélection à l'intérieur de vrais programmes. Voilà. Et enfin, si le modèle est correct, l'enfant ne se contente pas évidemment de construire des modèles internes, mais en permanence, le cerveau fonctionne sur un mode projectif, projette ses hypothèses sur le monde extérieur, anticipe sur les résultats de ses observations, et le signal de surprise
et le résultat finalement de ce calcul de la différence entre les observations faites et les observations prédites. Donc la surprise de l'enfant pourrait s'expliquer sur une base computationnelle. Alors, chacun de ces éléments fera l'objet donc des cours ultérieurs. Je termine avec une bibliographie très succincte pour vous signaler donc qu'il y a un livre qui a été publié par Alison Gopnik il y a déjà quelques années, qui s'appelle donc The Scientist in the Crib, qui a été traduit en français, Comment pensent les bébés. C'est peut-être pas la meilleure traduction possible de ce titre, mais c'est vraiment le scientifique au berceau. Mais c'est un livre très grand public et qui ne rentre pas énormément dans le détail de ces théories bayésiennes. Alors les articles qui sont en dessous vous permettront d'aller beaucoup plus loin, et je souligne en particulier donc l'importance de cet article de Tenenbaum, Kemp, Griffiths et Goodman dans Science. J'en avais déjà parlé un petit peu l'an dernier, et tous ces autres articles qui vous permettent de vous introduire à ce monde des raisonnements bayésiens, et je vous remercie de votre attention.